Tu écoutes l'épisode 100, Maman solo et dating. Alors c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis un enfant d'une maman solo. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans et demi et donc j'ai principalement vécu avec ma maman et j'ai pu aussi voir quelles sont les difficultés en fait d'une maman solo. Donc cet épisode, je vais vraiment détailler les difficultés et aussi les challenges qu'une maman solo ont et les premières pistes de solutions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'inscrire à mon workshop gratuit Comment faire pour que ta prochaine relation marche. Là, tu vas pouvoir un peu plus passer à la pratique et approfondir sur qu'est-ce que tu dois faire pour avancer par rapport à ta situation personnelle. Donc, cet épisode, en fait, il s'adresse à toi si tu es maman ou papa solo d'ailleurs, hein, c'est la même chose, et que tu te demandes, mais comment je peux rencontrer quelqu'un alors que j'ai le sentiment d'avoir vraiment du mal à gérer le quotidien, à gérer mon ou mes enfants et avoir du temps pour moi. C'est aussi un épisode qui est pour toi si tu as le sentiment en fait que ton divorce ou ta séparation t'a mis un coup et que tu n'as plus envie ou que tu as vraiment peur de te remettre en relation. C'est aussi un épisode qui est pour toi en fait si tu veux te remettre en couple, mais tu as l'impression en fait que ton statut de parent solo, ben ça te pénalise en fait dans ta démarche. Et donc, je vais te donner vraiment mes clés qui sont spécifiques aux mamans et aux papas solo pour t'aider à te réouvrir à l'amour. Parce que c'est finalement ce travail-là, suite à une relation qui a été importante, qui a engendré pas mal de souffrances, qui a engendré pas mal de conséquences, c'est de refaire confiance à l'amour, refaire confiance aux relations et d'avoir à nouveau cette envie et cet espoir. Bien que, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. C'est seulement si toi, tu en as envie. On est d'accord. La première chose qui va te paraître vraiment logique, c'est vraiment de faire le deuil de ton ancienne relation. Ce qui est relativement un challenge pour les parents solos parce que les séparations de parents solos, ça implique déjà un processus qui est assez long. Ça peut durer 2 à 3 ans, le temps de s'accorder sur la garde des enfants, sur la pension, etc. Et ça implique les enfants. Donc ça peut potentiellement avoir beaucoup de sources de conflits, notamment sur la garde, notamment sur la pension alimentaire, sur la séparation des biens, toutes les disputes, les chantages affectifs, émotionnels qui peuvent se passer dans la séparation. Et tout ça, en fait, tout ça, ça doit être géré en parallèle d'un deuil d'une relation, en parallèle de l'habituation des enfants à la séparation, en parallèle de toute cette charge mentale qu'on a déjà en tant que parent, même si on se sépare pas. Et donc, pour un parent solo, c'est cette difficulté d'avoir les deux choses à gérer en même temps. On peut pas se dire, bah, d'un côté, je fais mon deuil, je prends mon temps, j'accueille mes émotions, et puis de l'autre côté, et après seulement, je prends en charge le reste. Ben non, la charge, elle arrive en ce moment. Si je peux te parler, moi, de mon histoire personnelle, quand mes parents se sont séparés, bah, ma maman est partie en dépression. Elle a été en clinique pendant plusieurs mois et ben, au moment où elle est revenue me chercher et me prendre en garde, eh bien, elle était encore en train de se remettre de sa dépression. Elle devait faire face à une séparation qui s'est pas passée de manière diplomatique. Elle était encore entrepreneuse, donc ça devait l'obliger en fait à gérer encore ça dessus. Et ce qui l'a honnêtement sauvée, c'est que ben moi elle a trouvé une nounou que je considère vraiment comme une personne à part entière de ma famille, elle et son mari. Je les appelais papy et mamie. Et c'est grâce à ça qu'elle a réussi vraiment à gérer les deux. Et personnellement, pour moi en tant qu'enfant, bah, ma base stable, c'était vraiment cette nourrice qui était là émotionnellement, physiquement, qui m'a aidé à dépasser. Donc ici, comment faire?
Comment faire quand tu te retrouves dans cette situation, que t'as pas le choix, que c'est difficile pour toi, que tu as du mal à t'en sortir émotionnellement pour toi et que de l'autre côté, tu as encore des enfants qui sont là. Première chose, c'est de baisser tes attentes. Tu ne peux pas y arriver parfaitement. C'est important ici de te donner le droit de demander de l'aide. Ne serait-ce qu'une heure de pause par ici, une heure de pause par là, ça peut te faire des miracles. Il faut bien penser que c'est une phase qui est un marathon, c'est pas un sprint, donc ça sert à rien de essayer de tenir jusqu'au bout parce que ça peut durer 2 à 3 ans. Et là vraiment la citation maman heureuse, enfant heureux, ça prend tout son sens dans le cadre d'une séparation parce que tu es la co-régulation de tes enfants. Pour le système nerveux, dans cette phase qui est aussi difficile pour les enfants, eh bien, comment toi tu te sens émotionnellement, ça va largement aider ou moins aider tes enfants. Alors ici, c'est pas pour te mettre à nouveau encore plus de pression, il faut que je me sente bien pour arriver à aider mes enfants, mais c'est plus pour t'aider à déculpabiliser de prendre du temps pour toi, à déculpabiliser le fait de demander de l'aide, à déculpabiliser le fait de baisser tes attentes. Parce que quand toi, tu vas te sentir mieux, automatiquement, tes enfants vont se sentir mieux. Donc, vraiment, prendre soin de toi, c'est vital dans le processus de séparation. Ça devrait être ta première priorité et de t'aider vraiment à passer ces phases de deuil qui sont inévitables. C'est vraiment quelque chose d'important. Tu vas t'aider toi, mais tu vas surtout aider tes enfants. Donc si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu vas les aider à se réguler, tu vas les aider à dépasser cette phase qui est difficile. Donc vraiment, vraiment, prends soin de toi. Je t'invite à écouter l'épisode 42 où j'explique finalement les différentes phases qu'on a dans un deuil d'une relation. Et tu peux aussi écouter l'épisode 41 du podcast où tu peux évaluer où tu en es dans cette phase de deuil. Parce que aussi, ce qui peut arriver, c'est que on est tellement occupé à gérer le quotidien en tant que parent solo, à s'occuper des enfants, à faire que ça continue de marcher, qu'on peut totalement se couper de ce processus de deuil, c'est-à-dire qu'on met un couvercle et il n'y a plus rien qui sort. On ne ressent plus rien. On est en mode survie. Et là, c'est là où la cocotte minute, elle va exploser plus tard. Donc vraiment, prends le temps de faire ton deuil. Demande de l'aide. Il y a d'autres mamans solo, il y a peut-être des membres de ta famille, il y a peut-être des amis, il y a peut-être des systèmes de garde. Prends soin de toi, tu vas aider tes enfants. Le deuxième point, c'est de prendre le temps et de tirer les leçons de ta rupture. L'amour, il y a toujours une part de risque. Quand tu commences une relation, je peux pas te garantir qu'elle va jamais se terminer. Et au contraire, c'est plutôt sain, parce que quand une relation ne va plus, c'est bien de se séparer. Pour avoir envie de se re-risquer à l'amour, ça demande de tirer les leçons de cette rupture profondément, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et de comprendre et de te poser la question, mais qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta prochaine relation? Donc pour ça, je t'invite à te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui marchait pas dans la relation? Pas seulement au moment de la rupture, mais pendant toute la durée de la relation. Quelle a été sa part de tort? Liste vraiment toutes les choses. Quelle est ta part de tort? Des fois, sa part de tort, on n'arrive pas à l'identifier parce qu'on a l'impression que l'autre n'a pas fait de choses, ou était comme ci, ou était comme ça. Mais finalement, la part de tort qu'on a dans cet aspect-là, c'est qu'on a laissé faire, c'est qu'on a accepté, c'est qu'on n'a pas dit stop suffisamment
tôt. Donc prends vraiment le temps de regarder quelle a été ta part de tort là-dedans, quelle est ta part de responsabilité. Quand tu prends conscience de ta part de responsabilité, tu reprends ton pouvoir parce que tu sais exactement ce que tu peux changer pour la prochaine relation. Ensuite, demande-toi quels sont les schémas amoureux de ton passé que tu répètes. Ici, souvent, et dans je dirais les 80% des cas, ce n'est pas la relation qui se répète, ce sont les blessures de ton enfance qui sont en train de se répéter. Donc là, faire un travail de fond sur tes schémas amoureux, c'est pour moi essentiel pour ne plus répéter les mêmes échecs. Je t'en parle dans l'épisode 3. Je vais également en parler dans le workshop gratuit, bien évidemment. Je te mets également dans les notes de l'épisode un webinaire que j'ai fait spécialement sur les schémas amoureux que tu peux accéder directement sur l'URL sandykaufman.ch/fr/passé. Donc ici, sois attentive si après cette relation aussi, tu as l'impression d'enchaîner que des échecs ou d'enchaîner que des relations qui ne marchent pas, parce que ça peut être un indicateur que cette relation, elle a créé un nouveau schéma amoureux. Moi, j'appelle ça des relations choc. Je vais en parler dans l'épisode 105 qui va arriver, si tu veux l'écouter. Et en fait, tout ce processus de bilan, dans mon programme S'ouvrir à l'amour, c'est vraiment la première étape. Parce que quand tu as une vision claire de ce que tu répètes du passé, si cette relation était une relation choc, quelle est sa part de tort, ta part de tort, qu'est-ce qu'il faut changer pour éviter de repérer les mêmes erreurs dans la prochaine relation, eh bien, naturellement, tu vas avoir à nouveau envie d'être en relation. Parce que tu sais que tu es au contrôle de changer la situation. Tu sais que tu peux changer la direction de ton avenir amoureux. Et cette étape, pour moi, elle est vraiment pas à négliger et je t'invite vraiment à faire ce travail. Ensuite, il faut pas se cacher, un parent solo, une maman solo a moins de temps. C'est évident. Donc pour moi, en fait, pour y arriver, c'est de passer par une définition claire de ce que tu veux ou de ce que tu peux investir dans le dating. Pourquoi? Parce que ainsi, tu vas pouvoir planifier ton temps. Tu vas pleinement et consciemment décider ce que tu veux investir comme temps dans ton dating. Et pour ça, je t'invite à te poser deux grandes questions. La première, c'est est-ce que tu as un équilibre entre ta vie de maman solo et le temps que tu as dispo pour toi? Est-ce que tu arrives à avoir des moments pour toi? Est-ce que c'est suffisant pour toi? Est-ce que tu le ressens émotionnellement, que tu arrives à avoir un peu un équilibre de vie, que tu arrives à avoir suffisamment d'énergie pour tes enfants? Parce que ça sert à rien de commencer le dating si tu te sens épuisé et que tu n'arrives pas à avoir du temps pour toi. Donc la première étape, c'est d'arriver à te dégager du temps pour toi. Ensuite, regarde dans ton emploi du temps, avec ou sans tes enfants, selon ton mode de garde, et décide réalistiquement combien de temps tu peux investir en dating sans perdre cet équilibre pour toi. Parce que en prenant vraiment conscience du temps à disposition, ça va aussi peut-être te déculpabiliser des objectifs impossibles ou de ce que tu penses qu'il faut faire pour le dating. Par exemple, si tu penses qu'il faut au moins 5-6 heures d'investir ce temps dans les applications pour arriver à faire du dating,
bah, c'est sûr que tu vas même pas essayer, tu vas même pas te mettre en route. Pourtant, pour moi, et ça, j'en parle dans l'épisode 9, pour bien gérer la phase de dating, c'est plus la régularité qui compte et c'est plus la stratégie que tu vas avoir dans le dating qui va te faire gagner beaucoup de temps. Donc déjà, si tu arrives à avoir une demi-heure, 2, 3 fois par semaine pour les applications et à avoir 1 ou 2 rendez-vous de dispo par semaine ou tous les 15 jours, c'est déjà suffisant pour toi pour avancer dans ton dating. Donc là, plusieurs facteurs en fait peuvent rendre cette décision de planification ou cette organisation de gestion du temps. Ça peut être vraiment ton temps à disposition. Si par exemple, ton autre partenaire il n'a pas de garde du tout, c'est-à-dire que tu as les enfants tout le temps avec toi. Ça peut être ce que tu penses que tu dois faire. Donc par exemple, les obligations que tu penses avoir vis-à-vis de tes enfants ou ce que tu penses que tu dois faire en termes de dating pour y arriver. Ça peut être le niveau de qualité avec lequel tu veux faire les choses, c'est-à-dire un peu le mode perfectionniste, de dire ben oui, moi mes enfants, il faut qu'ils mangent frais, cuisinés du jour, et puis et puis je dois leur faire 4 activités par semaine, par exemple. Et ça peut être aussi la charge mentale que ces activités te prennent. Et c'est pour ça, en fait, que ça vaut la peine vraiment d'analyser finement qu'est-ce qui t'empêche de bien planifier ton temps. Pour moi, quand une planification du temps, elle est faite, tu as des choses à faire et tu les fais. Et à la fin de la semaine, tu as accompli tout ce que tu avais dans ta liste en ayant gardé un équilibre de vie sereinement. Je peux parler en connaissance de cause. Alors, je suis pas maman solo, je suis avec mon mari, mais je suis quand même entrepreneuse. À un moment donné, j'avais mon début d'activité de coaching et j'avais encore un job à temps partiel, plus un enfant en bas âge. Et j'ai vraiment dû apprendre à gérer mon temps, à gérer ma charge mentale, à gérer mon énergie. Et d'ailleurs, dans le programme S'ouvrir à l'amour, en fait, j'ai fait exactement ces apprentissages que j'ai eus. J'en ai créé un module parce que dans le cadre des mamans solo, c'était souvent un problème, ou dans le cadre de personnes qui avaient des postes à responsabilité, c'était souvent aussi un frein en fait indirect à l'amour. Tous ces freins indirects, j'en parle dans l'épisode 75. Et c'est pour ça, en fait, je t'invite vraiment à regarder qu'est-ce qui est difficile dans la planification de ton temps. Est-ce que c'est le temps à dispo? Est-ce que c'est la charge mentale? Est-ce que c'est la qualité que tu te penses faire? Le niveau d'obligation que tu te donnes pour finalement arriver à avoir un bon début? Et si tu as besoin d'un chiffre un petit peu pour te donner une idée de qu'est-ce que c'est un bon début en dating, je dirais si tu arrives à investir 3 fois 30 minutes par semaine pour les applis ou appels vidéo et que tu arrives à te dégager un rendez-vous par semaine ou 2 rendez-vous par semaine, par exemple, quand tu n'as pas les enfants le week-end, c'est déjà génial. Et ça, je pense que c'est faisable pour toute maman solo. L'autre critère, en fait, et qui va vraiment te faire gagner énormément de temps, en fait, c'est la stratégie que tu as en dating et notamment d'utiliser l'appel vidéo. Dans l'épisode 9, bien gérer la phase de dating, je donne beaucoup de conseils de base en fait en dating. Pour les mamans solo, et je l'ai vu avec les nombreuses mamans solo que j'ai pu accompagner, optimiser ton temps, c'est essentiel. Le chat, tu perds énormément de temps et tu as très peu d'informations sur la personne parce que tu n'as pas le non-verbal, tu vois pas comment la personne bouge, tu vois pas que quand elle dit quelque chose, si elle est alignée avec ce qu'elle dit. Donc, évite de perdre du temps en chat.
fais-toi un premier rendez-vous avec un appel vidéo. Tu vas gagner énormément de temps. C'est valable pour tout le monde, mais c'est encore plus indispensable pour les mamans solo. Le deuxième avantage, c'est que si tu as eu un bon premier appel vidéo, que la personne t'a plu physiquement, que tu aimes la manière de ce qu'elle dégage, de ce que vous avez discuté, tu as aussi vu comment était peut-être son chez-soi et que tu as vu que c'était quelqu'un de potentiellement intéressant, eh bien tu vas être déjà plus motivé pour aller à des dates parce que tu auras fait une présélection. C'est une fonctionnalité qui qui est proposée sur la majorité des applis maintenant, et sinon tu peux toujours faire appel à WhatsApp une fois que tu as eu suffisamment de sécurité pour donner ton numéro. L'autre point important, c'est d'être clair sur ce que tu recherches comme partenaire ou comme relation. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de sortir, on va dire, du moule. Il faut vivre ensemble, il faut avoir une relation engagée. Si ça ne te convient pas. C'est une problématique que je rencontre beaucoup chez les mamans solo ou les parents solo. C'est cette culpabilisation de ne plus avoir envie du même type de relation qu'avant. Donc, si tu n'as pas envie de réhabiter avec quelqu'un, c'est ton droit. Si tu n'as pas envie de le présenter à tes enfants, c'est ton droit. Si tu as envie de créer des règles, tes propres règles, ta manière de fonctionner, c'est ton droit. Simplement, pose-toi la question de ce que tu veux. Est-ce que tu veux un partenaire qui a aussi des enfants ? Ça, c'est aussi super important. Parce que si tu veux un partenaire qui a des enfants, forcément, le cercle de recherche de ton partenaire, la distance de vos lieux de vie, eh bien, ça aura un rôle important parce que tu ne peux pas déplacer les enfants trop loin de l'autre parent. Donc, prends vraiment conscience de qu'est-ce que tu veux sur ce sujet. Est-ce que tu veux un partenaire qui veut de nouveaux enfants? Est-ce que tu as envie de refaire une famille recomposée avec de nouveaux enfants issus de votre union? Est-ce que tu veux habiter avec ton partenaire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie maintenant? Quel rôle tu voudrais que cette nouvelle personne joue avec ton enfant? Est-ce que tu as envie qu'il joue un rôle d'éducation? Est-ce que tu as plutôt envie qu'il se tienne à l'écart en termes d'éducation? Ça va être important parce que si tu as envie qu'il transmette des vues de l'éducation, eh bien, automatiquement, ça va te demander d'aller vérifier s'il partage les mêmes valeurs que toi en termes d'éducation. Donne-toi vraiment le temps de créer tes propres règles, de définir quelle est la relation que tu as envie maintenant. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il y a seulement ce que tu veux et en étant clair sur ce que tu veux, tu peux aussi le trouver. Un autre point important, c'est rappelle-toi quand tu recommences une relation que tu écris ton histoire. Quand tu recommences une relation en tant que parent solo, c'est plus dur de trouver des moments à deux. Mais rappelle-toi que ces moments à deux, cette phase de séduction, ces petites attentions sont le ciment de ton futur couple. Si tu vas trop vite dans la phase Netflix, chill, quand les enfants sont couchés, tu mets une base fragile à ton futur couple. Quand les difficultés ou les crises viendront. Et pour te rappeler ça, rappelle-toi ton ancienne relation. Rappelle-toi ta relation où tu n'avais pas encore d'enfant, où vous avez eu cette phase et que malgré cela, vous avez eu des difficultés. Et là, c'est un investissement. Et ça te demande de te poser la question, comment je peux arriver à dégager suffisamment de temps pour cette phase? Est-ce que ça demande d'avoir un babysitter, une babysitteuse? Est-ce que je demande l'aide à d'autres amis ou d'autres mamans solo?
Est-ce que j'arrive avec mon ancien partenaire à changer les week-ends de garde pour matcher les jours sans enfant avec mon partenaire? Reconstruire une famille recomposée, c'est un challenge en termes de temps et ça demande en fait de vraiment avoir conscience que tu es en train de recréer ton histoire. Et enfin, si vous décidez d'habiter ensemble, de refaire finalement une famille recomposée, eh bien, le dernier conseil que j'aimerais donner ici, c'est accepter de faire beaucoup d'erreurs avant de réussir. Matcher 2 emplois du temps différents, matcher 2 contraintes de garde, matcher des enfants avec des passés et des éducations différentes, matcher 2 adultes en relation qui ont 2 bagages du passé qui sont différents, c'est normal que ça fasse des couacs. C'est normal, c'est normal. Alors, lâche la pression de la réussite immédiate. C'est une illusion. Et prenez un problème à la fois, tout en gardant suffisamment de temps pour partager des bons moments, pour avoir des moments à deux qui vous soudent, parce que c'est ça qui va vous aider à construire dans la durée. Et le dernier mot, c'est que ça marche. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un enfant d'une maman solo, mais j'ai attiré pas mal de mamans solo dans mes accompagnements. Et c'est un bonheur de voir à quel point, quand on met en place toutes ces petites choses, eh ben, les résultats changent profondément. Et pour t'en convaincre, je vais te donner plusieurs liens vers des love stories qui sont des mamans solo pour aussi te montrer que c'est possible. Si tu es un papa solo, tu peux aussi les écouter, c'est aussi motivant. Tu as l'épisode 44 de la love story de Karine. Tu as l'épisode 55 de ma collègue Elena. Tu as l'épisode 80 de Virginie, qui est aussi une maman solo et qui est maintenant à rencontrer quelqu'un. Quand tu fais ce travail de fond, ça marche. Quand tu fais ces changements, ça marche. Donne-toi le droit et le temps de réfléchir à ça. Pas de partir automatiquement dans la prochaine relation. Donc voilà, c'était mon épisode pour vous, maman solo, et aussi pour vous, les papas solo. J'ai hâte de partager, d'avoir vos retours sur cet épisode et bien sûr, si tu as envie d'approfondir, rejoins moi pour le workshop gratuit. Ça va te permettre déjà de faire un premier pas dans cette direction.